Que peut-on faire contre l'oppression? Ferdinand Marcos, Augusto Pinochet, Wojciech Jaruzelski, Slobodan Milosevic, P.W. Botha. Des hommes puissants, impitoyables. Tous pourtant ont vu leur pouvoir anéanti par la résistance civile non violente. Comment vaincre des dirigeants si puissants? Le pouvoir tombe quand le peuple unit ses forces et résiste à la répression. Aux Philippines, on appelle cette force populaire People Power. On dit aussi résistance civile. Il s'agit d'une arme non violente, utile aux gens ordinaires qui luttent contre les oppresseurs. La résistance civile repose sur la force du nombre. Mais ce n'est pas tout. La difficulté dans les efforts non violents, c'est qu'ils ne réalisent pas à quel point il est essentiel d'établir une discipline et une formation solide. Concevoir une stratégie, planifier, recruter, faire tout ce qu'il faut pour bâtir un véritable mouvement. Cela n'arrive pas spontanément. Il faut une approche systématique. Par où commencer? Quand les conditions deviennent intolérables, les gens s'organisent. Parfois, les syndicalistes sont les premiers à agir. Parfois, ce sont les groupes de défense des droits de l'homme ou les organismes religieux. Parfois, tous travaillent ensemble. Le principal dans la lutte est d'attirer l'attention. Lutter seul dans son coin où personne ne nous voit, c'est gaspiller son énergie. Quand on lutte, il faut attirer le maximum d'attention à sa cause. Au départ, l'apathie et la peur sont nos principaux problèmes, même que la perception que l'adversaire est invincible. Au Chili, le mouvement pour la démocratie a mis 10 ans à surmonter de tels obstacles. D'accord. Alors comment organise-t-on des manifestations? Les manifestations peuvent être efficaces, mais elles ne sont qu'une petite partie de la résistance civile, une tactique parmi des centaines. Si vous n'êtes pas prêt, les manifs et rassemblements peuvent être une erreur. C'est facile pour les forces de l'ordre de réprimer les actions publiques. Quelques centaines de manifestants, voire des milliers, ne constituent pas une menace pour les pouvoirs autoritaires. Descendre dans la rue vous expose à bien des risques. À moins d'avoir organisé un vrai mouvement de masse, les actions publiques ne sont parfois que la preuve de votre inefficacité ou de votre folle témérité. Mais quoi d'autre que les manifestations? L'éventail des tactiques est presque illimité. Il suffit de choisir. Il faut en parler, débattre, planifier. Que faire? Quand? Pourquoi? Il faut agencer le tout dans une stratégie cohérente. Évaluer les risques. Les grèves et les boycotts sont des méthodes puissantes qui peuvent mobiliser des gens en masse sans les exposer aux gaz lacrymogènes, aux coups et aux arrestations. Cela a permis à toute la communauté de participer au mouvement. Chacun peut prendre part au mouvement. Les enfants peuvent participer, les femmes peuvent participer, les hommes peuvent participer. Les jeunes comme les vieux, chacun peut y contribuer. En Afrique du Sud, les militants anti-apartheid ont appelé au boycott des commerces blancs. Par dizaines de milliers, les consommateurs sont restés loin des rues commerciales. L'action n'était pas illégale et on évitait ainsi les coups de matraque. Suite au retrait de ce pouvoir d'achat, les commerçants blancs ont dû prêter attention aux revendications du mouvement. Les hommes d'affaires se sont mis, eux aussi, à réclamer un changement. Nous n'avons pas de leader charismatique. Nul besoin d'un chef charismatique. Peu de mouvements de résistance civile ont eu à leur tête un Gandhi ou un Martin Luther King. Il n'y avait aucun chef de ce genre au Chili ou en Serbie, ni dans des douzaines d'autres luttes non violentes qui ont réussi.
De fait, si un mouvement est trop étroitement associé à une seule figure de proue, son arrestation peut paralyser le mouvement. Les forces de l'ordre avaient pour habitude de neutraliser d'abord les meneurs. Mais nous avons prévu le coup en créant une structure de direction à multiples échelons. Quand les leaders sont dissimulés au sein du mouvement, leur nom souvent inconnu, il devient impossible de les arrêter tous. Le mouvement se poursuit, alors même quand on tente de le décapiter. Ça ne marchera pas dans mon pays. Vous avez peut-être raison. La stratégie non violente ne réussit pas à tous les coups. On doute souvent de son efficacité devant un adversaire vraiment brutal ou totalitaire. Sauf que le mouvement Solidarité a réussi à une époque où 70 000 soldats soviétiques étaient stationnés en Pologne. Pinochet et sa junte militaire sont tombés. En Afrique du Sud, les mobilisations de masse, soutenues par des pressions internationales, ont forcé l'un des plus durs régimes au monde, celui de l'apartheid, à négocier. La résistance civile a réussi là où pourtant peu d'espoir semblait permis. C'est en fait l'organisation des masses qui a conduit au changement en Afrique du Sud. C'est l'organisation des masses qui a fait pression sur l'État pour l'amener finalement à changer, causant une telle impasse que l'État ne pouvait plus réagir. Et si l'adversaire emploie la violence? Il faut s'attendre à la violence. Tant que votre adversaire dirigera les forces de police et de sécurité, il ne capitulera pas. Ce qui est imposé par la violence doit être défendu par la violence. C'est pourquoi nous pensons que la violence est l'arme du faible, parce qu'il n'a pas d'arguments qui tiennent, aucune autorité morale. Ainsi, toute chose réalisée par la violence devra être défendue au moyen de la violence. Et pourtant, les tactiques violentes n'ont pu étouffer l'opposition ni au Chili, ni en Pologne, ni en Inde. Et il y a d'autres exemples. La répression d'un mouvement non violent donne parfois des résultats contraires à ceux souhaités par les autorités. La grande erreur du régime, c'est d'avoir élargi le cercle des réprimés. C'est pourquoi la répression a eu des effets inverses. Car c'est comme la troisième loi newtonienne d'action et réaction. Lorsque vous élevez le niveau de répression, la résistance augmente d'autant. Et si mon adversaire ne peut être persuadé? La résistance civile ne repose pas sur la persuasion. Il ne s'agit pas de faire appel à la bonne conscience de l'adversaire. Votre objectif consiste plutôt à faire monter le prix de la répression, jusqu'à ce qu'elle devienne insoutenable. En haussant son coût économique, par exemple. Ou encore en perturbant la vie quotidienne, et ainsi démontrer que les autorités ont perdu le contrôle. Quand un peuple ne respecte plus ses dirigeants, la désobéissance et la résistance se répandent. La dérision et l'humour peuvent révéler le ridicule et l'incompétence du régime. Quoi que vous fassiez, ayez d'abord une stratégie. Si vous faites ceci, l'adversaire fera peut-être ceci ou cela. Alors, étudiez vos choix. Réfléchissez. Quelles seront les 3 prochaines étapes? Pourquoi ne pas doter votre lutte d'un peu de stratégie et d'un plan global? Pourquoi ne tentez-vous pas d'anticiper ce qui va se passer dans 6 mois? C'est trop long, on n'a pas le temps. Considérez l'alternative. Vous pourriez tenter une insurrection armée, mais il faudra pour cela beaucoup d'argent, de formation, des armes. Sans compter que la plupart des luttes armées se soldent par un échec. Bien entendu, certains croient que le seul moyen de combattre la violence, c'est par la violence.
Mais c'était hors de question. Jamais nous n'aurions eu le soutien. Jamais nous n'aurions eu la capacité. Le seul moyen de réussir passait par une société organisée de façon massive et pacifique. Vous pourriez attendre dans l'espoir que d'autres pays interviennent ou imposent des sanctions. Sauf que vous n'ayez aucune emprise sur les autres. Vous seuls, les premiers concernés, vous qui avez tant à perdre ou à gagner, pouvez décider de vos actions, sans attendre les autres. Historiquement, la résistance civile a un meilleur taux de succès que la lutte armée. Il s'agit d'un processus démocratique par définition, et beaucoup plus probable de produire un résultat démocratique. Comment gagner? Chaque situation est différente. Commencez par l'essentiel. Pour gagner, il faut créer l'unité, planifier et maintenir la discipline non violente. Rappelez-vous le principe fondamental. Aucun pouvoir ne peut se maintenir sans l'obéissance du peuple, qui travaille, paye ses impôts, se comporte de manière attendue. Lorsque les forces de l'ordre refusent d'obéir aux commandes, et leur loyauté peut s'avérer étonnamment faible, aucun dirigeant autoritaire ne peut maintenir son pouvoir. Si assez de gens désobéissent et perturbent l'ordre établi, le pouvoir se fissure. La loyauté des soldats et des policiers montre des failles. Votre objectif est de créer une brèche et de vous en servir. Où m'informer davantage? Il reste beaucoup à apprendre. Commencez par ce site où vous trouverez de nombreux liens, des articles, des livres et des films en plusieurs langues. Dala kaka mura kaka if kanix. Dala